On ouvre la première page de ce 21-23, je vous le disais dans les titres. Saut d'obstacle a priori réussi pour Sébastien Lecornu qui semble avoir sauvé sa tête de Premier ministre. En tout cas, pour l'instant, on va en parler avec nos invités sur ce plateau de cette nouvelle donne politique avec sur notre plateau Laurence Rossignol. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice PS du Val-de-Marne, ancienne ministre. À vos côtés, Paul Cassia. Bonsoir Paul, professeur de droit public à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et je précise que vous avez été candidat du MoDem des Hauts-de-Seine aux législatives de 2012. Oui, il y a prescription. Il y a prescription, mais on le dit à nos téléspectateurs, comme ça tout est transparent. Étienne Lefebvre, rédacteur en chef des Échos, avec qui nous sommes en partenariat sur cette émission. Et puis Violette Spilbou, bonsoir. Vous êtes députée Renaissance du Nord et également candidate à la mairie de Lille en 2026. Alors, on va tout de suite aller sur le terrain de ce qui s'est joué aujourd'hui dans l'hémicycle. Grosse journée, grosse actualité politique et effectivement, pour l'instant, a priori, Sébastien Lecornu qui semble avoir convaincu, allez, j'allais dire une petite majorité, mais une majorité quand même à l'Assemblée nationale. Et pour l'instant, la menace de censure semble écartée à court terme. Vous voyez que je mets beaucoup de précautions, mais on va voir pourquoi. Regardez d'abord le reportage, le récit de la journée de Julien Cholin et Julien Ababsa, et on en parle juste après. Je proposerai au Parlement dès cet automne que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'à janvier 2028. Et si Sébastien Lecornu avait dénoué la crise politique de cet automne? Suspendre la réforme des retraites, une main tendue à la gauche, nécessaire pour les uns, un sacrifice incompréhensible pour d'autres. Un pari risqué en tout cas pour le Premier ministre Sébastien Lecornu. Une stratégie préparée soigneusement en amont. Ce matin, les députés macronistes, Horizon, LR sont conviés à Matignon. Le Premier ministre va leur annoncer sa décision. C'est quoi l'objectif de cette réunion, s'il vous plaît? Écoutez. Et surtout, rassurer les députés réunis autour de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre va bouger, écrit l'un d'eux, mais sans faire n'importe quoi, assure-t-il. On peut dire que vous êtes là pour resserrer les rangs? Je ne sais pas si là il est question de resserrer les rangs, pas resserrer les rangs, les desserrer, etc. Les temps sont un peu compliqués, c'est vrai qu'on a eu quelques déconvenues au cours des derniers jours. Suspendre l'une des réformes les plus symboliques du quinquennat. Un sacrifice pour convaincre le PS. Cette suspension doit installer la confiance nécessaire pour bâtir de nouvelles solutions. La Objectif suspension pour faire atteint. mieux. Ce soir, les socialistes s'affichent satisfaits. Leurs demandes ont été entendues. Le Premier ministre renonce aussi au 49.3 avec un mantra répété 7 fois. Le gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez. À la sortie, le PS savoure. Les socialistes ne censureront pas le gouvernement de Sébastien Lecornu. Nous avons obtenu la plus belle victoire du mouvement social depuis 25 ans. Pour rassurer son camp et les marchés financiers, Sébastien Lecornu insiste. Suspendre, ce n'est pas renoncer, ce n'est pas reculer. Mais les parlementaires du bloc central s'affichent résignés, à l'image du patron des députés Horizon, inquiet. Suspendre la réforme des retraites pour offrir une victoire politique, aussi symbolique qu'éphémère au groupe socialiste, est une dangereuse facilité. Quant aux Républicains, pourrait-il aller plus loin et censurer Sébastien Lecornu? À la tribune, Laurent Wauquiez l'exclut. Mais sur X, le parti de Bruno Retailleau fulmine. Ce gouvernement est l'otage des socialistes, écrit-il. Éric Ciotti, lui, tend la main à LR, propose à Bruno Retailleau une rencontre et appelle à censurer. Marine Le Pen avait déjà donné le ton ce matin. Retourner aux urnes. Tout comme à gauche, les écologistes, les communistes et la France insoumise qui interrogent la légitimité de Sébastien Lecornu. Votre présence devant nous est un affront à la démocratie. Les motions de censure de la France insoumise et du RN devraient être étudiées jeudi matin. Vous voulez que le Parlement débatte ? Violette Spilbou, députée Renaissance, on l'a entendu, la réforme des retraites, l'une, sinon la réforme emblématique du deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Et ce qu'il faut savoir, appuyer sur le bouton pause pour que les choses là aillent dans le bon sens et peut-être qu'on arrive à l'adoption d'un budget. Même si c'est peut-être un renoncement pour vous. À travers cette suspension de la réforme des retraites, en fait, le Premier ministre nous propose d'avancer. Il a bien souligné le fait qu'il souhaitait pouvoir donner l'image d'une France unie,
même si c'est une courte majorité, mais qui permettent autour d'un certain nombre de conditions qui ont été posées en particulier par le Parti socialiste, de se retrouver et d'avoir des points d'accord. Et donc, c'est un travail qui a été entamé déjà depuis plusieurs semaines avec des concertations avec les groupes politiques, avec les syndicats que Sébastien Lecornu a entendu à de nombreuses reprises et qui a fait que même nous étions préparés à se bouger sur les retraites. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Est-ce que ça veut dire qu'il fallait, la pilule est dure à avaler, mais voilà, il fallait l'avaler? Non, mais vous savez, c'est surtout les Français auxquels je pense, parce que les Français, depuis 2023, ils étaient très blessés. Il y avait cette blessure démocratique de la réforme des retraites, du 49.3, qui avait conduit à l'adoption de cette réforme, et elle n'a jamais été acceptée. Donc aujourd'hui, écouter les Français, leur montrer de la considération, peut-être un peu de reconnaissance aussi dans ce que disent les gens, qu'on entend partout, y compris moi dans ma circonscription. Écouter les Français, parce qu'il y a eu beaucoup d'opposition. On peut, oui, critiquer tout ce qui s'est passé avant, mais aujourd'hui, on est dans une journée importante et une journée où moi, ce que je retiens, c'est avancer, réaffirmer qu'on peut trouver des solutions, qu'on peut trouver des compromis. Et c'est en tout cas ce que beaucoup de nos concitoyens nous remontent quand on est sur le terrain, à la rencontre des habitants. Ils nous disent mettez-vous d'accord, trouvez un compromis, parce que nous, la haine, les invectives, on n'en peut plus. On n'a pas envie de cette image-là des politiques. Je crois que ça redonne un peu confiance. Après, il y a le sujet budgétaire, globalement pour la France, qu'il faudra travailler à travers ce budget globalement. Laurence Rossignol, le Parti socialiste parlait ce soir d'une grande victoire. C'est votre avis? Oui, c'est vrai. Nous avons été très constants depuis la fin du mois d'août, depuis que nous avons présenté nos propositions pour le budget, c'est-à-dire qu'elles étaient organisées autour de 3 grands axes. D'abord, la question de l'injustice fiscale et la nécessité de taxer les hauts patrimoines. Deuxièmement, la suspension de la réforme des retraites. Troisièmement, un coup de pouce sur le pouvoir d'achat. Et enfin, nous avons encadré ça dans la nécessité d'assouplir un peu la trajectoire budgétaire, c'est-à-dire que nous sommes tout à fait conscients des enjeux du budget et de la nécessité de baisser la charge de la dette pour le budget de la France. Pour autant, nous pensons toujours que le rythme qu'a choisi le gouvernement est un rythme trop douloureux pour les Français. Donc nous avions dit très clairement, de manière très transparente, voilà nous ce qui nous paraît important. Le gouvernement aujourd'hui, alors d'abord le gouvernement a annoncé qu'il renonçait au 49.3. Déjà, c'est une bonne chose, on va pouvoir mener le débat au Parlement, et enfin, surtout pour les députés. Nous, on n'a pas de 49.3 au Sénat, mais les députés vont pouvoir mener le débat jusqu'au bout. Et puis ensuite, l'annonce du Premier ministre d'une suspension de la réforme des retraites, à la fois sur le critère d'âge, mais aussi sur l'accélération du nombre de trimestres nécessaires pour avoir une carrière pleine, a été annoncée. Et c'est une excellente chose. C'est quand même... alors, les chiffres sont... 1,5 million, j'ai entendu, a dit le Premier ministre. Toutes les classes d'âge 64 et 65, nés en 1964 et nés en 1965, vont pouvoir partir sans être impactées par la réforme Borne. C'est-à-dire qu'elles partiront à 62 ans et 9 mois. Ils vont gagner 6 mois. C'est important parce que cette réforme des retraites, c'était à la fois une blessure démocratique, mais c'était surtout une blessure sociale. Le tout dans un climat de compréhension, de perception des 2 quinquennats Macron comme étant des quinquennats injustes. Le fameux président des riches, c'est caricatural, mais ça disait quelque chose, et l'impression que les efforts n'étaient pas partagés, que pour ceux pour qui c'était déjà le plus dur, ça allait être toujours encore plus dur, et en même temps, il est vrai que toute une partie de ce qu'on appelle les ultra-riches se sont considérablement enrichis. Donc il y a effectivement une réparation qui se fait, mais ça ne fait que commencer. Oui, ça ne fait que commencer. On va en parler évidemment durant cette émission parce que voilà, quand on dit le soldat Lecornu a sauvé sa tête, on a l'impression de parler en termes vraiment de survie, en termes de jours, vu la politique ces derniers temps. Donc, c'était pas ce que je voulais dire. Je ne parle pas exclusivement en termes de menaces, de censure. Nous sommes dans l'opposition, donc nous faisons notre travail d'opposition et nous ne soutenons pas le gouvernement, ni même ce projet de budget, et nous ne changerons pas. Mais quand je dis tout va commencer, c'est-à-dire qu'on va enfin discuter au Parlement, et le Premier ministre est engagé, qu'on puisse discuter à la fois de la taxation des hauts patrimoines, mais aussi des mesures pour le pouvoir d'achat, et également d'un certain nombre de mesures d'économie qui sont prévues dans ce budget,
que nous ne pensons pas acceptables pour les Français. Je pense particulièrement au doublement de la franchise médicale. Mais tout ça, c'est le débat budgétaire et c'est normal que ça ait lieu. Est-ce que vous voulez dire, parce que ça, on y reviendra, mais c'est quand même important, c'est l'une des informations évidemment de la journée, que le Parti socialiste, vous souhaitez avoir une approche constructive mais pérenne pour jusqu'où ce sera possible, en tout cas, de ne pas refaire le yo-yo qu'on a vu des uns et des autres ces derniers temps. Est-ce que vous vous dites, si on a ces conditions-là, qu'on a vues et qu'on va aborder, suspension de la réforme des retraites, abandon du 49.3, etc., vous vous dites, OK, c'est un attelage qui peut durer un certain temps. Ce que nous disons, c'est qu'à cet instant, nous ne voterons pas des motions de censure et nous ne déposerons pas de motion de censure, ce qu'on appelle dans le jargon a priori, c'est-à-dire dès la déclaration de politique générale, et que nous voulons que le débat ait lieu. Après, nous n'allons pas non plus menacer à chaque instant de la censure, mais nous allons bagarrer au Parlement et ça va être compliqué parce que les équilibres sont compliqués. Et le Premier ministre a pris des engagements. J'espère que les députés du bloc central vont soutenir les engagements du Premier ministre parce que, on l'a dit, c'est un pari ce qu'on fait. Mais ce pari, pour qu'il soit profitable pour les Français, pas pour nous, mais pour les Français, faut qu'il y ait un minimum de confiance et que chacun tienne les engagements qu'il a pris. Et le Premier ministre en a pris. Donc, il devra quand même obtenir de ses députés qu'ils réalisent, par leur vote d'amendement, dans l'hémicycle, les engagements qu'il a pris. Mais ce qui est important surtout, c'est que pour les Français, on pense qu'on peut améliorer les choses. J'entendais hier dans une radio du service public, le leader de la France Insoumise qui disait nous ne sommes pas des syndicalistes. Comme si, quand on fait de la politique, il était honteux de se comporter en syndicaliste. Écoutez, nous sommes certes l'opposition à ce gouvernement, mais nous sommes aussi là pour améliorer la vie des Français. Être dans l'opposition, ce n'est pas que faire tomber les gouvernements, c'est améliorer la vie des Français. Je pense qu'aujourd'hui, sur la réforme des retraites, nous avons déjà réussi quelque chose. Alors justement, on va continuer le débat avec nos politologues en plateau. On va développer justement ce que vous venez de dire, notamment sur la réforme des retraites. Juste dans l'émission, vous le savez, Étienne et Paul, on aime bien regarder un petit peu dans le rétro. Donc avant d'aller développer ces thèmes-là, je vais vous emmener 37 ans en arrière. Et vous allez voir qu'en fait, on a toujours dit que là, la France était dans une situation inédite, c'est vrai, mais il y a quand même eu quelques petits précédents. Tout n'est pas toujours comparable, mais écoutez, je vous emmène donc 37 ans en arrière, vous allez voir qu'il y a quand même certaines comparaisons. Aucune formation ne détient la majorité absolue dans cette Assemblée. Les socialistes, dont j'ai la fierté d'être, y sont majoritaires, mais de manière seulement relative. Ainsi en ont décidé les Français. Notre tâche dès lors n'est pas simplement de nous en accommoder, d'essayer tant bien que mal de rassembler des voix au hasard des projets. Les Français ont exprimé ce qu'ils voulaient. Leur volonté est notre loi et j'entends l'appliquer. Voilà, Michel Rocard, le 29 juin 1988. Donc là, pareil, on était en tout cas dans un gouvernement minoritaire. En tout cas, le PS n'avait pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Justement, Étienne, est-ce que on peut espérer retrouver aujourd'hui ce qu'on a peut-être vu à l'époque, c'est-à-dire cette espèce de tentative de consensus, d'être un petit peu transpartisan pour le bien des Français? Alors, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a quand même eu un compromis déjà depuis une semaine qui s'est noué dans la coulisse. Il y a une dizaine de jours, à l'Élysée, on vous expliquait il est hors de question de suspendre la réforme des retraites. C'était même pas en rêve. Ensuite, il y a eu la chute du gouvernement Lecornu et il a fallu donc bouger les lignes. Et il y a eu cette fameuse discussion entre le chef d'État et le Premier ministre à l'issue de la réunion à l'Élysée vendredi après-midi avec les leaders politiques qui étaient très tendus, notamment sur ce sujet des retraites, et où le Premier ministre a exigé, avant d'être nommé, d'avoir davantage les mains libres pour lâcher davantage de l'Est vis-à-vis du Parti socialiste. En échange, parce qu'il y a quand même de l'autre côté, le chef de l'État voulait absolument, il parlait de décalage de la réforme des retraites. Il voulait pas que ce soit une abrogation, c'est-à-dire que toute la structure soit fichue par terre, quoi qu'il arrive ensuite. Et là-dessus, on est arrivé aujourd'hui à cette forme de compromis qui est
d'ici 2027 et même 2028, il n'y a pas de hausse de l'âge légal de la retraite, il n'y a pas de hausse de la durée de cotisation nécessaire requise. Donc ça, c'était la double demande du Parti socialiste. En revanche, au-delà, si aucune réforme n'est votée d'ici là, par le futur président ou la future présidente en 2027, eh bien, la réforme se réenclenchera avec les trimestres. Donc, il va y avoir un coût budgétaire très important et puis un signal qui est envoyé, un coût d'à peu près 3 milliards d'euros estimé en 2027. En revanche, il n'y a pas une paume on évoquait 15 milliards à l'horizon 2035, ce qui effrayait notamment les marchés financiers. Ça, c'est pas le cas. Et du côté du Parti socialiste, on a préféré mettre l'accent sur la durée de cotisation parce que là, ça fait bouger en effet les lignes et pour plusieurs classes d'âge dans les 2 années qui viennent, plutôt qu'avoir une position qui obligerait le chef de l'État à abroger sa réforme avec des secousses financières qui seraient très importantes. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, les marchés financiers sont restés très calmes. Les taux d'intérêt de la dette française ont même baissé. Alors, c'est lié à ça, mais c'est lié aussi au fait que les marchés préfèrent la stabilité politique. Ils ont peut-être une vision très court-termiste, parce qu'en revanche, ils vont peut-être s'apercevoir qu'ensuite, lors des débats à l'Assemblée, ça va être beaucoup plus compliqué, parce qu'il y aura le Parti socialiste, il y aura le bloc central, mais il y aura les LR, il y aura toutes les autres formations de gauche, il y aura le Rassemblement national, et ça va être beaucoup plus compliqué, et notamment sur les sujets des retraites, parce que les jeux ne sont pas faits. Là, c'est une proposition du Premier ministre, mais maintenant, il va falloir la faire voter à l'Assemblée nationale. Et c'est une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron ne voulait pas rouvrir ce chantier, c'est parce qu'il considérait que si on allait rouvrir ce chantier au Parlement, on ne savait pas du tout comment ça risquait de finir. Donc les jeux sont loin d'être faits. Paul Cassia, sur cette réforme des retraites dont on a parlé des heures durant sur ce plateau et sur tous les autres, si on refait le cheminement d'Emmanuel Macron, où est-ce que ça a raté? Est-ce que c'est dès le début qu'il n'y a pas eu assez de concertation, assez de pédagogie? Pourquoi dans ce cas-là, on n'a pas tout de suite, j'allais dire, envoyé un Sébastien Lecornu en démineur, en chef, qui a l'air d'arriver à certains résultats aujourd'hui? Je suis probablement pas en mesure de faire le cheminement d'Emmanuel Macron, mais vu de l'extérieur, il faut avoir à l'esprit que la réforme des retraites s'est produite en 2023. À une époque où, je parle sous le contrôle des parlementaires ici présents, où la majorité relative était beaucoup moins relative qu'aujourd'hui. Et donc, avant la dissolution de 2024. Oui, ou par conséquent, l'article 49.3 pouvait être utilisé. Il l'a d'ailleurs été très fréquemment par la première ministre de l'époque, Elisabeth Borne, à de multiples reprises, sans trop de risques pour la majorité présidentielle relative. Ce qui a permis de faire passer un texte qui, sur le fond, était soumis à de nombreuses critiques, le report de l'âge légal à la retraite, et surtout sur la forme, ça a été dit, a été perçu par beaucoup comme étant d'une grande violence démocratique, pour la raison que ce texte a été adopté sans vote. C'est le 49.3 qui a permis cette réforme majeure du quinquennat Macron sans vote. Et cet écueil démocratique, en réalité, on le retrouve aujourd'hui. On reproche à la majorité présidentielle d'alors de ne pas avoir été jusqu'au bout du processus, de ne pas avoir fait voter sur ce texte. Peut-être ne serait-il pas passé en 2023. Et le débat revient aujourd'hui, ce qui conduit à la nécessaire suspension pour que le Premier ministre d'aujourd'hui trouve une minorité relative lui permettant de ne pas faire l'objet d'une censure dès jeudi. Alors, pour continuer le débat, évidemment, on va vous retrouver, vous restez avec nous. On va juste aller parler un petit peu chiffres pour que nos téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit. On va retrouver Marine Mulset au Hub. Bonsoir Marine. Alors justement, qu'est-ce que change cette suspension de la réforme? La question toute simple que se posent nos téléspectateurs, à quel âge on va partir en retraite? En tout cas pour ceux pour qui ça approche. Eh bien écoutez, en tout cas, ça va concerner toutes les personnes qui sont nées après 1964. Alors, on va reprendre la réforme de 2023 telle que voulue par le gouvernement Borne. Eh bien, la réforme prévoyait de faire reculer progressivement l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans en 2030. Mais avec la suspension annoncée par le Premier ministre devant l'Assemblée aujourd'hui, eh bien, l'âge est fixé à 62 ans et 9 mois, et ce jusqu'à janvier 2028. Mais l'autre facteur à prendre en compte pour pouvoir partir à la retraite
retraite à taux plein, eh bien, c'est la durée de cotisation. Donc la réforme de 2023 prévoyait de travailler 43 ans, soit 172 trimestres d'ici à 2027. Mais voilà, ça aussi, ça a été annoncé par Sébastien Lecornu. La durée de cotisation reste fixée à 170 trimestres, donc un peu moins de 42 ans et demi. On gagne entre guillemets 2 trimestres. Voilà, c'est ça. Combien ça va coûter, Marine ? Eh bien, Sébastien Lecornu, devant l'Assemblée tout à l'heure, a annoncé que ça coûterait 400 millions d'euros en 2026, 1,8 milliard d'euros en 2027. Mais voilà, la Cour des comptes avait fait des estimations. Si la réforme venait à être suspendue à 63 ans, elle avait estimé que ça coûterait 13 milliards d'euros par an d'ici 2035. Mais avec une suspension à 62 ans et 9 mois, eh bien, ces estimations ont peut-être été sous-évaluées. Merci Marine pour toutes ces précisions chiffrées qui vont nourrir la suite de notre débat. Justement, je vais retrouver notre plateau et nos deux parlementaires. Justement, Violette Spilbou, on vient de l'entendre. C'était quand même une réforme que vous jugiez indispensable, que vous jugez toujours indispensable. Mais vous vous dites, ben voilà, on appuie sur pause et puis ce sera aux prochaines échéances électorales, notamment la présidentielle de 2027, de trancher. Finalement, c'est dans 1 an et demi. C'est pas dans si longtemps. C'est un choix du Premier ministre aussi de séparer 2 temporalités. On a la temporalité de la crise politique et démocratique d'aujourd'hui qu'on doit absolument résoudre pour assurer les Français, pour redonner de la stabilité finalement aussi au pays, mais aux entrepreneurs, aux agriculteurs, aux PME, TPE qui aujourd'hui sont en grande souffrance. Il y a beaucoup de redressements judiciaires, de gens qui sont en dépôt de bilan. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir. Et donc cette temporalité, c'est celle du compromis, de cette pause pour pouvoir travailler au Parlement, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et puis la deuxième temporalité, celle qui a mené à des décisions politiques de certains responsables aujourd'hui, c'est de se dire que c'est au moment de la présidentielle 2027 que reviendraient les grands choix pour les Français sur notamment la réforme des retraites, sur la base, pas de rien, mais d'1 an et demi de travail avec cette conférence sociale qu'il appelle de ses voeux, qu'il veut mettre en place une sorte de nouveau conclave, mais qui ne soit pas dans la même temporalité et qui vienne nourrir le débat des retraites, c'est-à-dire en fait arriver sur une retraite à points, une retraite par capitalisation. Nous, c'est plutôt dans le groupe Ensemble pour la République ce qu'on a porté dans d'ailleurs le premier quinquennat où j'étais pas encore députée. Mais je pense que ces débats-là, ils doivent se réouvrir. Et moi, je tiens aussi à dire que je pense qu'on va avoir beaucoup de responsabilités, nous, les députés du Bloc central, sur la tenue de la parole donnée par Sébastien Lecornu, comme le rappelait Madame Rossignol. Il ne faut pas qu'au moment du débat parlementaire, on se retrouve avec des groupes comme les Républicains qui ont eu des positions variables sur la réforme des retraites, par exemple, qui ne soient pas solidaires à un moment de ce compromis, puisqu'on est solidaire aujourd'hui en ne censurant pas le gouvernement. Et donc, même si on n'est pas d'accord, quelque part, moi je crois que là, il y a une ligne du compromis qu'il va falloir tenir. Et sur d'autres sujets, on pourra se rassembler avec les socialistes, les LR ou d'autres, selon les sujets qui seront bons pour les Français dans chacune des commissions. Laurence Rossignol. Non mais je crois qu'aujourd'hui, il faut savourer le fait que quand même, pour les Français, c'est une victoire. Cette réforme des retraites, elle a été très très mal perçue parce qu'elle a été considérée par les Français comme étant un signe de plus du mépris du travail, du mépris de ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre, un manque de considération pour ce que c'est que la fatigue au travail et la fatigue d'une vie de travail. Et donc c'est très important ce qui se passe aujourd'hui. Nous, on est vraiment très, très satisfait. Enfin, je vois le communiqué de la CFDT, je vois ce que dit le secrétaire du Parti communiste. C'est une victoire, dit la CFDT, une première victoire. Première victoire de Fabien Roussel. Ça veut dire que dans le débat parlementaire, il y aura d'autres sujets que nous allons devoir aborder. Et le Premier ministre a dit que la fiscalité des hauts patrimoines, il y avait des anomalies. La formule est délicate pour signifier qu'il y a un écart terrible entre ce que les uns contribuent et d'autres contribuent moins. Et que les salariés payent proportionnellement beaucoup plus d'impôts que n'en payent ceux qui vivent des revenus du capital ou qui ont des hauts patrimoines. Donc là, on va avoir une discussion aussi à ce moment-là, parce qu'il n'est pas question de faire payer par les salariés
la réforme ce que va coûter la réforme des retraites, on ne va pas la financer avec d'autres mesures qui vont peser encore sur les plus modestes et sur les salariés. Donc on va voir. Et puis surtout, ça va être intéressant parce que je vois des organisations, voilà, le Rassemblement national. Quel est leur point de vue sur la taxation des hauts patrimoines? C'est pas très clair. Quel est leur point de vue sur l'impôt? De manière générale, ces gens disent qu'ils sont contre les impôts pour les services publics, mais contre les impôts. Et quelle est leur vision de la justice sociale? En fait, dans ce budget, on va commencer à aborder ce qui seront les sujets lourds, les sujets structurants de l'élection présidentielle de 2027, parce qu'on sait bien que notre pays... on ne peut pas dire que tout va continuer comme avant. On voit très bien qu'on est à un moment et un basculement. La charge de la dette, c'est incontestable. Le rapport au travail, les questions d'investissement. Aujourd'hui, les entreprises investissent pas assez et les ménages qui le peuvent épargnent. On a donc un problème de dynamisme de notre économie. Or, on ne pourra pas payer les intérêts de la dette correctement si on n'a pas un pays qui est économiquement dynamique et de la croissance. Vous ne dites pas qu'il ne faudra pas réformer les retraites, mais pas comme ça. Alors, pas tel que ça a été fait. Déjà, bien entendu, il faudra réformer les retraites parce que la réforme des retraites n'est pas la bonne réforme, c'est la réforme Borne, et que c'est un sujet, effectivement, la charge des retraites pèse aujourd'hui beaucoup sur le budget de l'État. Ça veut dire qu'il faut des financements. Moi, je pense qu'il faut protéger le système de retraite par répartition tel qu'il est aujourd'hui, mais qu'il y aura probablement des choses à adapter. C'est pas possible que les gens qui travaillent dans les métiers, c'est pas possible qu'il y ait des gens qui meurent 18 mois après leur retraite et d'autres qui, après leur retraite, continuent de travailler pendant 10 ans encore dans des métiers intellectuels, de conseil, qu'on voit sur vos plateaux télé, par exemple, alors qu'il y en a d'autres qui n'ont pas pu profiter de la retraite. Donc, il y a un vrai travail à faire, mais il faut que les partenaires sociaux soient remis en situation de confiance, déjà, avec le politique. On a un vrai travail de construction démocratique à retisser, parce que quand même le macronisme, c'est une catastrophe dans ce pays. Je le dis très clairement. Le quinquennat, 3/4 de Macron, c'est une catastrophe. Tout s'est dégradé. Les services publics sont dégradés. Le rapport au pays s'est dégradé. La capacité des Français à vivre ensemble s'est dégradée. Donc, nos institutions fonctionnent très mal. Il y a beaucoup à reconstruire et on va commencer peut-être à montrer dans l'exercice budgétaire qu'on peut reconstruire quelque chose et donner envie aux Français de reconstruire quelque chose en 2027. Juliette Huil, vous voulez réagir et puis après, Étienne et Paul vont nous donner leur avis. La refondation du contrat social, ce sont des mots effectivement qu'ont employé Sébastien Lecornu. C'est des mots durs pour le bilan d'Emmanuel Macron. Oui, je pourrais refaire tout l'argumentaire sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, la politique de l'offre, la baisse du chômage, la recréation de 100 000 emplois, la réindustrialisation du pays. Il y a plein de choses, l'apprentissage, il y a plein de choses qui ont été très positives. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, après Covid, après Gilets jaunes, après Covid, après le démarrage de la guerre en Ukraine, eh bien oui, la dette est importante. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, on soit là pour réargumenter sur tout ce qu'on a bien fait. Il faut d'abord avoir de l'humilité quand on est dans le bloc central, parce que oui, on a un pays qui souffre. Oui, on a beaucoup de distance aujourd'hui entre les habitants. Enfin, moi, je suis à Marc-en-Barœul comme à Lille sur ma circonscription. Et les gens ne sont pas agressifs, mais ils sont déçus, désespérés. Ils n'ont plus confiance dans les politiques. On a beaucoup diffusé ces derniers jours sur notre plateau les témoignages des Français, qui n'étaient pas très politisés d'ailleurs, mais qui étaient plutôt travailler ensemble, peu importe, gauche-droite. Et moi, c'est ce que j'ai entendu aussi, vraiment beaucoup. Vous l'avez entendu aussi. Et à ce titre-là, certains disent on est un peu euphorique. Moi, je ne trouve pas qu'on est euphorique. On peut se satisfaire d'avoir réussi un compromis. Il pourrait même être plus large, ce compromis, effectivement. Mais c'est un début. Et donc, ça redonne de l'espoir à un certain nombre de Français. Et ça... peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas à ceux qui ont envie de voir une France un peu apaisée. Et ça redonne de l'espoir aussi aux députés pour la qualité du travail ensemble, pour l'utilité que l'on a pour les Français. Vous savez, quand vous débattez d'un budget où vous savez qu'une semaine après, ça va être un 49.3, où c'est le gouvernement qui va choisir les mesures qu'il retient dans le budget, contrairement à tous les amendements que vous avez portés et défendus, parfois même avec des collègues d'autres groupes, vous êtes un peu dégoûtés. Nous, on n'a pas envie de vivre ça. Et là, le fait qu'il n'y ait pas de 49.3 avec Sébastien Lecornu, ça met non seulement la responsabilité, mais aussi de la confiance dans le rôle des parlementaires à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Étienne et Paul, avant qu'on aborde d'autres domaines, notamment la place des Républicains. Mais est-ce que, selon vous, il est possible
tenable, que voilà, là on est en octobre 2025, est-ce qu'on peut tenir grosso modo pendant 1 an et demi sur des bonnes volontés, des consensus, du technique, du parlementarisme, est-ce que vous y croyez? Moi, je ne parlerai pas d'1 an et demi, la question c'est les 2 mois qui viennent. Parce que je vais mettre quand même moi je parlais jusqu'à l'élection présidentielle. Mettre un très très gros bémol sur ce qui est dit, parce qu'il y a un compromis aujourd'hui pour éviter la censure. Mais la capacité à adopter le budget, à Bercy, dans les couloirs aujourd'hui, on nous disait c'est un budget martyr. Le chemin de croix va commencer. Parce qu'en réalité, alors martyr dans quel sens? Martyr parce qu'il est truffé de mesures impopulaires. On a parlé des franchises médicales, de l'année blanche. Il y a beaucoup de mises à contribution. Oui, parce que les économies, il faut quand même les faire. Il y a quand même 15 milliards de hausses d'impôts qui sont disséminées à beaucoup d'acteurs de l'économie. Donc ces choses-là, les auto-entrepreneurs vont être mis à contribution. Donc il y a beaucoup de sujets explosifs qui n'ont pas été beaucoup médiatisés parce qu'on s'est concentré sur les jours fériés et puis sur les retraites. Mais il y a une contrainte financière qui est énorme. Et avec ce compromis sur les retraites qui est peut-être positif sur le plan du climat politique, on se tire quand même une balle dans le pied financièrement. Ça veut dire que les retraites étaient déjà en déficit. Elles vont l'être encore plus. La sécurité sociale est dans le rouge et elle va l'être encore plus. Et donc, il va falloir non seulement financer cette suspension, mais si on veut faire des bougées sur les autres sujets qui ont été évoqués sur le plateau, il va falloir trouver d'autres mesures. Et là-dessus, la capacité à l'Assemblée nationale à trouver des compromis et des amendements. L'an dernier, le débat sur le budget, c'était parti très vite dans les tours avec des votes totalement surréalistes. À la fin, l'Assemblée avait voté contre le budget et tout ça n'avait plus aucun sens. Donc, il y a quand même une grande crainte que l'esprit de responsabilité financière, tout ça c'est très bien, mais dans la réalité, dans les prochaines semaines, on va voir qu'est-ce qu'il en est de tout ça avec cette contrainte financière qui est quand même extrêmement forte. Paul? Je crois qu'il faut faire preuve de modestie. On est en pleine innovation institutionnelle, en pleine innovation politique. Ça a été dit à l'instant. Il y a des compromis qui se font qui n'auraient pas été imaginables il y a quelques semaines. Donc est-ce que le gouvernement Lecornu peut tenir 1 an et demi? Qui peut prédire, pour reprendre la formule du président de la République? Ce qui est certain, c'est que le Premier ministre a dit lui-même qu'il était le plus faible de la Ve République. Donc c'est en quelque sorte un point de départ qui le fragilise. Il n'aurait pas dû non, avoir quelque chose de tout à fait aveu d'humilité. Non, tout à fait vrai, et c'est un constat objectif. On ne savait pas ce matin si le gouvernement Lecornu tiendrait le jeudi. On pense désormais, la sénatrice Rossignol vient de le confirmer, que le gouvernement Lecornu sera encore là jeudi soir, ce qui n'était pas garanti ce matin même. Et la discussion budgétaire, ça a été dit sur le plateau, va être parsemée d'embûches. Chacune d'elles peut conduire à la chute du gouvernement Lecornu. Et donc, on ne sait pas de quoi demain sera fait, ni en matière gouvernementale, ni en matière parlementaire, puisque le président de la République peut dissoudre à tout moment. Et juste un point, s'il n'y a pas de 49.3, à la fin des fins, pour que le budget soit adopté, il faut qu'il y ait une majorité de votes pour. Et donc, une abstention des socialistes, par exemple, ne suffira pas à faire adopter. Ça évite une censure. En revanche, ça ne suffira pas à la fin des fins, au bout des 70 jours de débat parlementaire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Oui, parce qu'on explique à nos téléspectateurs, on peut pas comme ça, on va pas passer 1 an et demi ou 2 ans à discuter du budget 2026. Il y a un délai. Le Parti socialiste qui précise bien qu'il reste dans l'opposition. Et donc, quand on est dans l'opposition, a priori, à la fin, on ne vote pas le budget. Et la vraie difficulté, en fait, pour tous les parlementaires, et on l'a déjà eu l'année dernière, c'est, je trouve, beaucoup plus le sujet de la réduction de la dépense de l'État. Parce que chaque réduction de dépenses demande un effort d'optimisation de fonctionnement dans les services publics, des efforts parfois à consentir sur des dépenses de santé, sur celles qui sont inefficaces, mais en préservant la prévention. Par exemple, on est en octobre rose en ce moment, les sujets de prévention, de radio-préventif, ça coûte beaucoup. Et il faut pas, réduire. On a porté en début de mois, nous, tous les présentateurs ici. Je dis ça parce que j'ai reçu les radiologues dans ma circonscription lundi matin, qui sont très inquiets que les économies que veut faire la sécurité sociale aujourd'hui sur la radio, finalement, elles ne soient pas sur les scanners, les IRM, tout ce qui est l'activité rentable, mais qu'elles le soient sur le sujet de toute la prévention qui manque
manque même encore aujourd'hui, en particulier dans ma région. Et donc, c'est surtout sur le sujet de la dépense publique où ça va être très difficile, la lutte contre la fraude sociale, la fraude fiscale, parce que par contre, je crois que sur l'optimisation, sur ces très riches, ces ultra riches qui font de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire qui ne payent pas d'impôts par des montages financiers avec des holdings, là-dessus, même s'il y a certains députés dans mon groupe qui disent qu'il ne faut pas d'impôts supplémentaires, je pense qu'il y en a quand même beaucoup où il y a une certaine maturité sur ce sujet de l'injustice fiscale. Et donc là-dessus, si le format est bien fait, on n'est pas d'accord avec la taxe Zuckman parce qu'elle inclut l'appareil productif, mais je pense qu'on pourrait même peut-être aller plus loin que ce qui semble aujourd'hui insuffisant à une partie de la gauche sur la taxation de personnes qui ne payent pas dûment leur impôt en France par rapport à des travailleurs. Ça, je trouve que c'est même pas un sujet politique, c'est de différence politique, c'est un sujet de justice et ça tient. Mais alors justement, l'exemple que vous citez est intéressant et Laurence Rossignol, j'aimerais aussi avoir votre avis parce que vous avez parlé notamment des retraites et on sent effectivement ce soir entre vous deux, entre vos deux partis, des volontés d'aller faire des ponts pour la stabilité, pour adopter un budget. Très bien. Mais je disais tout à l'heure, il y a quand même un troisième groupe qui n'est pas à cette table, mais qu'on a reçu, je vous rassure, tous ces derniers jours, les Républicains. Ils vont avoir besoin de gages eux aussi. Pour l'instant, ils sont dans une démarche de non-censure. Mais voilà, si eux, par exemple, disent ben non, notre ligne rouge ou orange, ce sera la taxation de haut patrimoine, ou j'en sais rien, ou des mesures sur l'immigration, comment est-ce que vous vous accommoderez de cela ? Est-ce que vous vous direz, notamment au Parti socialiste, les retraites, c'était pour nous central, on va être obligé d'être accommodant sur d'autres choses ? Non, on ne va pas du tout être accommodant sur... Vous n'êtes pas non plus majoritaire, loin de là. Ah non, mais on peut être minoritaire et pas accommodant, c'est-à-dire qu'on restera sur nos positions et le quitte à avoir à nouveau censure et donc démission et donc peut-être dissolution. On ne manie pas le bouton, on n'a pas le doigt sur le bouton censure à chaque fois qu'on est contrarié. Ça se passe, on est un peu plus responsable que ça quand même. Et d'ailleurs, on a fait preuve quand même de beaucoup de responsabilité depuis ces 2 derniers mois. Non, mais sur les Républicains, je pense qu'il va falloir qu'ils se calment. Je le dis assez sérieusement, parce que depuis la sortie de Bruno Retailleau dimanche dernier, avec son tweet pour faire savoir qu'il n'était pas content, très vexé de ce qui s'était passé dans le gouvernement, mais surtout les déclarations depuis cet après-midi. J'en ai vu 2, lui, Bruno Retailleau et Éric Ciotti, qui ont dit que le gouvernement était pris en otage par les socialistes. Alors je pense que cette semaine, il y a un mot qu'il ne faut pas utiliser n'importe comment. Hier encore, on pleurait en regardant les images du retour des otages. On ne parle pas d'otages quand il s'agit Israël, les otages de Gaza. Les otages des Israéliens qui rentraient. On va encore pleurer demain parce qu'il y a encore les dépouilles qui arrivent. Donc on ne prend pas le mot otage à tout bout de champ comme ils le font. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'ils se calment. Et il faut qu'eux aussi choisissent leur camp. Est-ce que leur camp, c'est celui de la République, d'une forme de stabilité, une stabilité non pas pour sauver le gouvernement Macron, Emmanuel Macron ou que sais-je, une stabilité parce que notre pays a besoin de se poser un petit peu, ne serait-ce que sur le plan économique. Je crois que les Échos seraient d'accord pour dire ça, que l'instabilité a un coût très élevé. Et nous, le calcul qu'on a fait, et que tout le monde apparemment a fait au gouvernement également, c'est que le coût d'une nouvelle dissolution avec possiblement ensuite l'extrême droite gouvernant le pays. Et des pertes de sièges potentielles, aussi bien pour le Parti socialiste que pour le bloc central. Pardonnez-moi, mais c'est relativement anecdotique par rapport à ce que signifierait pour notre pays le fait d'être dirigé par une alliance des populistes avec l'extrême droite et une partie de la droite républicaine qui n'aurait plus rien de républicain. Ça a un coût économique, financier, humain, politique, démocratique. Et aujourd'hui, il y a un coût, effectivement, pour le gouvernement à prendre les mesures qui, justement, vont permettre de tenter une réconciliation avec les Français. Donc, il va falloir des recettes nouvelles, incontestablement. Il va falloir qu'on accepte, les uns et les autres, que ça ne peut pas être la poursuite de la politique qui a été menée depuis plusieurs années. Je vous entends, mais sans être... Les LR qui ont cru qu'ils faisaient la pluie et le beau temps dans ce gouvernement depuis quelques mois vont devoir se rendre compte que c'est pas le cas. Alors, j'entends ce que vous dites, mais sans faire la pluie et le beau temps, ils sont une trentaine de députés, je crois, si je ne m'abuse, et la ressource est rare en ce moment sur la stabilité. Donc, et au Sénat, voilà, il y a beaucoup plus de sénateurs LR.
ils auront, même avec leur trentaine de sièges, ils auront leur mot à dire. Est-ce qu'il faudra aussi leur tendre la main, peut-être sur des domaines qui sont les leurs, à la fin sans forcément parler de prise en otage, etc. À la fin des fins, il faudra qu'eux aussi votent le budget si on veut que le budget soit adopté. Alors après, ils sont très divisés, les LR, entre les sénateurs, côté Retailleau, et à l'Assemblée, avec Laurent Wauquiez. À l'Assemblée, le problème ne sera pas les retraites pour les députés LR, parce que la plupart d'entre eux ne sont pas contre la suspension. En revanche, ça sera beaucoup plus compliqué sur les questions fiscales et sur les réductions de dépenses publiques, où là, ils vont être très offensifs. Par exemple, sur les suppressions de postes de fonctionnaires, et puis sur la fiscalité, parce qu'on fait comme s'il n'y avait pas de hausse d'impôts dans ce budget, mais je redis qu'il y a à peu près 15 milliards de hausse d'impôts en plus, qui vont déjà... vous allez voir beaucoup de lobbies, de corporations qui vont revendiquer dans les prochaines semaines pour réclamer des amendements coûteux. Donc, et là-dessus, les LR seront évidemment assez revendicatifs. Oui, par exemple, Sébastien Lecornu dit il faut, je résume, hein, mais élaguer le millefeuille administratif, un responsable par politique, que ce soit un parlementaire, un élu local ou un ministre. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y aura par exemple des non-remplacements de fonctionnaires. Oui, mais alors je pense que dans l'affirmation de cette ambition chez Sébastien Lecornu, il y a d'abord la reconnaissance qu'aujourd'hui il y a des dysfonctionnements énormes dans ces doublons, dans ce millefeuille administratif au niveau des collectivités territoriales, les doublons de compétences. Rien qu'à Lille, on a à la fois la compétence commerce dans la ville, la compétence économie à la métropole, et tout ça se chevauche avec des chargés de mission dans les deux collectivités, et c'est dans tous les domaines pareils, l'urbanisme, la propreté. Donc ça, bien sûr qu'il faille simplifier pour rendre plus efficace d'abord le service aux habitants et moins coûteux. Je pense que c'est un objectif sur lequel on peut tous se rejoindre. Donc l'objectif d'une réforme de la décentralisation et d'une meilleure responsabilisation sur les territoires, c'est pas d'abord un objectif financier, ça sera la conséquence, mais l'objectif premier, c'est de mieux servir des habitants, des maires, des élus locaux qui n'en peuvent plus d'avoir toutes ces couches décisionnelles, y compris avec les agences régionales de santé, les directives qui se heurtent aux directives préfectorales. Tout ça, vraiment, les gens n'en peuvent plus. Et Éric Woerth a fait un excellent rapport qui est sur la table avec beaucoup de propositions qui sont à discuter, mais qui n'ont jamais été discutées après la remise de son rapport. Il y a eu un rapport de Boris Ravignon, un élu local qui a fait aussi un travail sur les surnormes. Pareil, tout ça est sur la table, ça n'a jamais été mis dans une proposition de loi pour être débattu au Parlement. Donc moi, je pense qu'on est prêt aussi. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas de dissolution. C'est parce que si on arrive à une continuité du Parlement, eh bien, on va pouvoir remettre sur la table des sujets qui sont prêts. Moi, j'ai ceux de la lutte contre les violences faites aux enfants à l'école, que j'ai travaillé avec mon collègue de la France Insoumise, Paul Vannier. On a une proposition de loi qui est prête. On a plutôt envie qu'elle soit étudiée maintenant que dans 6 mois ou 1 an. On veut que les choses avancent pour les Français, et je crois que c'est dans tous les groupes politiques pareil. Paul, juste pour finir notamment sur les Républicains, Madame la sénatrice disait qu'il y a un moment il va falloir qu'ils se calment. Je crois que c'était vos termes. Paul, est-ce que Bruno Retailleau, le coup de poker de Bruno Retailleau, j'allais dire le coup de gueule de Bruno Retailleau, est pas revenu en boomerang à la figure? Oui, c'est vrai que le ministre de l'Intérieur est à l'origine de la chute du gouvernement lecornuien, ce qui est assez paradoxal quand on est chargé de faire respecter l'ordre public et qu'on défend la stabilité des institutions. Ça, c'est aussi un fait objectif. Pour en rester à la droite LR, il faut avoir l'esprit, la sénatrice Rossignol a dit, que la droite est majoritaire au Sénat. Si le 49.3 n'est pas utilisé à l'Assemblée nationale, comme le Premier ministre s'y est engagé, les deux chambres sont à égalité s'agissant du vote du budget. Et de sorte que, très vraisemblablement, c'est la commission mixte paritaire qui va avoir le dernier mot. C'est une réunion de députés et de sénateurs en nombre égal. Et dans la commission mixte paritaire, c'est la droite LR qui est, la droite LR et le bloc central, qui est très largement... Et le bloc central, oui, mais le bloc central. Et le bloc central. Est-ce qu'on dit toujours la droite LR et le bloc central dans l'examen du budget? Vous posez la question bloc central. Ou le bloc central et les socialistes. Ça va être le débat. Ça dépendra probablement des. En tout cas, les sénateurs pèseront assez fort. Absolument, les sénateurs LR. On n'y est pas encore à la CMP, parce que cette commission mixte paritaire, si elle a lieu, c'est dans 2 mois. Et tout cela, c'est pour que nos téléspectateurs comprennent, c'est quand même dans le délai de ces 70 jours. Exactement. C'est inclus. Exactement. Donc la navette parlementaire, elle ne peut pas faire la navette pendant des années non plus.
Non, mais d'ici là, vous allez quand même avoir, alors je pense que ça commence en commission des finances peut-être dès dimanche ou lundi, les débats, et vous allez avoir des milliers d'amendements, des votes qui vont parfois surprendre et qui vont être ensuite corrigés par le Sénat. Donc tout ça, ça va être très difficile à maîtriser par le Premier ministre, mais qui a dit qu'il serait lui-même au banc lors de l'ouverture des débats à l'Assemblée nationale sur le budget pour la discussion générale, ce qui est quelque chose, je pense, qui est tout à fait inhabituel. On a parlé des Républicains sur le reste de la gauche, parce qu'il s'est passé quelque chose ces derniers jours, ces dernières semaines. Avant, il y avait, on va dire qu'il y avait plutôt LFI qui était un peu mis de côté, et puis il y avait PS, Écolo et Parti communiste qui s'accommodaient plutôt entre eux. Et là, on a l'impression que le PS fait cavalier seul, en ne censurant pas le gouvernement, et que, par contre, écologistes, Parti communiste et LFI annoncent leur volonté de censurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il va falloir, j'allais dire quand même à nouveau, vous aussi, tendre des mains au sein de la gauche? Parce que, vous disiez, Madame la députée, sur certains projets, la loi sur l'enfance, on peut faire. Oui, et puis il y a des attaques qui sont très dures vis-à-vis du Parti socialiste cet après-midi, avec des pressions très fortes d'ici au vote des motions de censure jeudi. Oui, non, mais on n'a aucun doute sur le fait que, particulièrement, les députés de la France insoumise vont développer des arguments très violents à notre rencontre. Nous avons fait le choix de nous sortir de cette injonction du tout ou rien. C'est ça qu'a proposé la France insoumise. C'est tout ou rien. C'est la censure, notre gouvernement, notre politique, notre budget, notre gouvernement, notre politique, le programme 100% du programme, etc. Le problème du tout ou rien, c'est que on l'a un peu pratiqué déjà les uns et les autres depuis quelques années. Ça a souvent été rien à l'arrivée. Alors, ce sera pas tout, incontestablement, mais on voudrait pas que ce soit rien non plus. Donc, c'est pour ça qu'on a pris nos responsabilités. Et puis, je suis pas inquiète parce que je vois les positions des syndicats qui sont importants, qui pèsent quand même dans le débat politique, en particulier sur la gauche. Je pense que les écologistes et les communistes vont aussi réfléchir à leur positionnement dans le débat budgétaire. Voilà, mais c'est ça la politique. De toute façon, c'est pas statique. C'est une dynamique, c'est des mouvements parfois difficiles. Mais je n'ai aucun regret à cet instant de la position que nous avons prise, aucun regret de ce que nous avons obtenu dans les discussions que nous avons eues, dans les exigences que nous avons posées pour les Français. Et je peux regretter que le reste de la gauche fasse un autre choix. Pour autant, ça ne me fait pas du tout regretter ce que nous avons fait. Le mot de la fin, Violette. Juste un mot, on voit qu'à l'Assemblée nationale en particulier, les écologistes ont choisi le camp finalement de la France insoumise et du Rassemblement national pour voter avec eux la censure. Le Rassemblement national. C'est ensemble, ils vont voter une censure, alors qu'on a un parti socialiste qui, comme Madame Rossignol le dit, ne fera peut-être pas tout, mais a plutôt choisi le camp de la responsabilité, d'être en capacité, en tout cas, de lancer un débat parlementaire et de laisser la place au Parlement pour se donner les chances de réussir, même si elles sont, on l'entend tous, extrêmement fines et qu'il ne faut pas non plus être seulement rassurant. Mais voilà, et donc de voir ça aujourd'hui et tous ces députés écologistes avec lesquels on peut travailler, moi, à la Commission Culture et Éducation, plutôt bien, et avec beaucoup de sujets sur lesquels on peut être rassemblés, s'associer à ces partis sur une finalement poussée à la dissolution et au chaos dans le pays, eh bien c'est une réalité qu'on a là aujourd'hui en face de nous et qui n'était pas la même il y a un an avec le NFP. Eh bien justement, on se reverra forcément pour discuter des autres échéances politiques et elles seront évidemment nombreuses. Je vous laisse juste avec la une de votre journal, Étienne, la une des Échos avec qui nous sommes en partenariat. Justement, la une des Échos demain, le Cornu s'achète un répit. Répit, c'est exactement ce que vous nous avez expliqué, Étienne, en lâchant sur les